Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis fidèles au www.dn247.net, bonjour, bienvenue sur votre site que nous suivons tous depuis un certain temps. Les réseaux de la Diaspora Network 24/7, 24/7, est une initiative du Nord-Amérique qui est conçue pour donner, n'est-ce pas, au peuple de la diaspora, les immigrants, la possibilité de s'exprimer sur les défis d'intégration, d'immigration et autres qu'ils rencontrent dans les choix de pays où ils ont choisi de s'immigrer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je reçois un grand monsieur qui se spécialise justement dans l'immigration. Il s'appelle Monsieur Emery Lumembo Tshiswaka, avec qui je veux m'entretenir sur la dualité linguistique au Canada. Le Canada est un pays d'immigration, comme vous le savez, et le Canada accueille énormément d'immigrants en provenance du monde entier. Alors avec lui, nous allons essayer de comprendre un peu les enjeux, les défis et autres éléments qui touchent de près ou de loin à l'immigration. On pourra tenter de faire une émission de 25 minutes si possible, mais vu l'importance du sujet, on pourra en faire peut-être une émission d'une heure qui se divisera en deux. Monsieur Lumembo, bonjour. Bonjour, mon ami aimé. C'est ça, c'est toujours un plaisir quand je vous reçois, parce que à chaque fois que je m'entretiens avec vous, je sens que vous avez vraiment une panoplie d'informations. Vous avez une expérience que je considère mondiale, parce que vous avez fait le tour du monde pratiquement. Alors vous pouvez peut-être vous présenter en deux petits mots, et puis on va rentrer dans le vif de notre sujet. Je m'appelle Lumembo Emery Tshiswaka. Je suis un homme d'église, pasteur, et je travaille aussi avec le Conseil ontarien des organismes de service des immigrants, qui est un organisme parapluie qui fait du plaidoyer depuis 33 ans pour tous les immigrants qui arrivent ici, principalement donc en Ontario. Voilà, donc messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Je vais tenter vraiment de faire le nécessaire pour retirer le plus d'informations de votre présidence, parce que de fait, par votre métier et par vos formations, connaissances et autres, vous détenez énormément d'informations que beaucoup d'immigrants qui nous suivent. Ça, c'est pour nos amis du Canada qui vivent, ou bien les gens qui planifient de venir au Canada, bien entendu. Monsieur Lumembo, depuis un certain temps, les immigrants francophones, pas seulement francophones, on va peut-être s'attarder plus sur les immigrants francophones, mais vous parlerez des immigrants anglophones si ça s'applique également. Les immigrants arrivent dans un pays qui vit une dualité linguistique. Pouvez-vous nous définir cette dualité linguistique? Comment ça s'applique sur les immigrants et les organismes qui desservent les immigrants? Et puis on peut aller dans le vif du sujet. Très bonne question. D'abord, qu'est-ce que c'est que la dualité linguistique? Tout simplement, en des mots très simples, c'est que le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Beaucoup de gens confondent, ils pensent qu'il y a une langue qui est supérieure à l'autre. Non. Et quand on parle de dualité, c'est que les deux langues ont un même statut, parce que et le français et l'anglais constituent pratiquement les langues des fondateurs de ce pays, donc les français et l'anglais. Bien que le Canada soit officiellement bilingue, beaucoup d'immigrants qui arrivent ici pensent que tous les Canadiens parlent et le français et l'anglais. Ce n'est pas le cas. En fait, de toutes les 14 provinces et territoires du Canada, il y a une seule province officiellement francophone, c'est le Québec. Mais en dehors du Québec, la seule province qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. À part ça, l'Ontario, par exemple, c'est anglophone. Colombie-Britannique, c'est anglophone, etc., etc. Et cette vitalité linguistique se vit tout le temps. Mais en même temps, puisque cette dualité existe, il est très important de savoir que les personnes qui parlent français, bien qu'étant dans la minorité, ont droit à être servies en français. Voilà ce qui est vraiment important. Bien sûr qu'au Canada, il y a aussi d'autres langues. On parle de plusieurs langues du sud-est asiatique, comme l'ourdou, le mandarin, etc., tout ça. Mais toutes ces langues-là, bien que les populations immigrantes qui parlent ces langues-là soient de plus en plus nombreuses, ce ne sont pas des langues officielles. Les langues officielles, il n'y a que le français et l'anglais, constituent une dualité. Et chaque année, il y a
pratiquement tous les 5 ans, en dehors des recensements qui se font tous les 5 ans, toutes les 10 années aussi au Canada. Il y a aussi le recensement sur l'utilisation des langues, etc. Et les derniers résultats qui viennent d'être publiés, par exemple en 2011, révèlent qu'il y a dans certains coins que le français est très utilisé, par exemple à Hamilton, mais par contre dans d'autres coins, ça a un peu... ça, c'est juste pour répondre un peu à la question de mon ami Aimé, oui, pour les immigrants, surtout les immigrants francophones, puisque nous sommes des francophones après tout, et on voudrait un peu parler un peu de nous exactement. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la dualité, vitalité et linguistique, en ce sens que on ne voudrait pas que les gens qui sont francophones ou anglophones soient privés de leur droit de parler cette langue, de s'exprimer dans cette langue, de trouver des services dans cette langue, etc. C'est ainsi que vous qui nous suivez de très loin, si vous arrivez au Canada que vous êtes francophone, vous arrivez par exemple à l'aéroport Pearson ou anglophone, sachez qu'on pourrait vous servir dans les deux langues. Donc déjà à l'aéroport Pearson, ou vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui vous parlera soit en anglais, soit en français. Donc le Canada a été construit par deux peuples, les Anglais et les Français. Voilà, c'est ça. Le Canada moderne. Le Canada moderne, effectivement. Ouais. Monsieur Mbembo, j'essaierai peut-être de m'attarder un peu plus sur l'Ontario et l'immigration francophone. Lorsque les immigrants arrivent au Canada, qui est la première personne, la première institution, qui est le responsable de l'intégration des immigrants, que ce soit francophones ou anglophones, mais on parle ici spécifiquement des cas des immigrants francophones ici en Ontario? Très très bonne question. En fait, les gens, les immigrants qui arrivent en Ontario arrivent avec de diverses façons. Bon, mettons de côté d'abord ceux qui viennent comme demandeurs d'asile. Donc disons les 20%. Qui restent toujours des francophones d'ailleurs. Qui restent toujours des francophones. Pas toujours. Il se pourrait que quelqu'un, un francophone qui était dans un camp, par exemple au Kenya, qu'il soit amené ici grâce au gouvernement canadien, il se retrouve accueilli, n'est-ce pas, dans une ville canadienne par un organisme anglophone. Alors à ce moment-là, on l'anglicise, qu'il le veuille ou pas. C'est-à-dire sur le point de vue statistique. Sur le point de vue statistique, c'est ça. Alors, mais de manière générale, les immigrants, donc indépendants, quand ils arrivent ici, s'ils avaient des connexions avant de venir ici, que ce soit un frère ou un ami, etc., qui vivait déjà ici, très souvent, ils ne sont accueillis que par ces frères ou ces gens ou des amis qui vivent déjà ici. Ils les aident à chercher un appartement, une maison, etc. Tout ça, les introduire à différents endroits où ils peuvent s'inscrire à un club de recherche d'emploi, par exemple, pour pouvoir trouver un emploi, s'inscrire, avoir tous les papiers dont ils ont besoin, la carte de santé, le permis de conduire, etc. Mais pour d'autres immigrants qui n'ont pas, par exemple, des frères ou des sœurs qui vivaient ici, il y a des organismes d'accueil pour nouveaux arrivants, et ils sont très très nombreux. Il y en a et qui utilisent pratiquement toutes les langues. Il y a par exemple l'auberge francophone, le centre francophone de Toronto. On reviendra sûrement sur les noms des organismes, puisqu'on abordera vraiment une partie où on touchera un peu sur le rôle de ces organismes en tant que tels. Mais ces immigrants, lorsqu'ils sont arrivés, réfugiés ou immigrants, ils sont reçus, ils deviennent sous la responsabilité du gouvernement du Canada. C'est ça. Mais le Canada, en matière de développement communautaire, signe justement des ententes avec des organismes non gouvernementaux, des organismes initiés par des individus qui exécutent différents projets. Est-ce que ça, c'est une bonne compréhension de la chose en tant que telle? Tout à fait, parce que le gouvernement fédéral ou provincial ne peut pas tout faire, n'est-ce pas, surtout dans l'accueil des immigrants. Donc le gouvernement, en quelque sorte, tous ces organismes-là qui sont financés avec l'argent public, parce que c'est l'argent finalement qui vient des taxes, des impôts que l'on paye,
font ce travail-là pour le gouvernement, c'est-à-dire aider les nouveaux arrivants à connaître le pays, à s'installer, à s'adapter à la culture, à trouver un emploi, à créer des réseaux. Voilà le rôle primordial que jouent ces organismes-là. Et comme parfois il arrive que certaines personnes qui arrivent, que ce soit des anglophones, des francophones, peu importe, mais qui parlent encore leur langue, n'est-ce pas, vernaculaire, en ce moment-là, dans ces organismes, on trouve beaucoup de gens qui parlent ces langues-là, qui peuvent les aider. C'est ainsi que vous allez avoir, par exemple, l'association telle qui aide, par exemple, les immigrants qui viennent du sud-est asiatique. Vous trouverez des gens qui parlent mandarin, vous trouverez des gens qui parlent ourdou, vous trouverez des gens qui parlent certaines langues pour justement faciliter l'intégration de ces personnes-là. Parce que il a été remarqué, c'est très important, que quand on explique à la personne comment fonctionne le Canada dans sa propre langue natale, la personne comprend vite et mieux. Parce que c'est pas toujours évident, même si la personne vient d'un pays où la langue officielle était l'anglais ou le français, que nécessairement en arrivant ici, la personne va tout comprendre. D'ailleurs, il y a quelques années, on a fait une expérience ici avec des immigrants, par exemple, venant de la République démocratique du Congo. On a remarqué que parmi ces immigrants, il y avait pas mal de swahiliphones, à tel point que le service qui les accueillait, à un certain moment, on a pensé et à donner l'aide ou le service ou l'information en swahili et en lingala. Mais à vous entendre parler, je semble comprendre que ce sont des organismes des pays d'origine qui accueillent le mieux leurs immigrants, dans la mesure où ils ont la langue, qu'ils comprennent le mieux, ils connaissent les cultures, ils connaissent les mœurs, ainsi de suite. Mais paradoxalement, je vais être précis, quand vous allez par exemple sur les sites d'immigration, du ministère d'immigration, Fondation Trillium, Héritage et d'autres ministères qui octroient des fonds aux organismes qui desservent des immigrants, vous trouvez rarement des organisations comme l'Association des Marocains, l'Association des Congolais, l'Association des pays d'origine qui reçoivent justement, qui bénéficient des fonds pour aider les immigrants qui arrivent. Au contraire, on donne ça à des organismes traditionnels. Je citerai par exemple le Centre francophone, le RED, Auberge francophone, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et des centaines d'autres organismes qui sont établis ici, qui se disent francophones, mais qui au fond n'ont pas toujours le contact direct, le contact naturel avec les immigrants francophones. Comment vous pouvez quantifier l'efficacité de ces programmes qui sont octroyés auprès des organismes traditionnels plutôt que des organismes de pays d'origine qui ont justement ce contact naturel avec les immigrants? Wow. Ça, c'est une question d'abord très sensible. Moi, voilà un peu ma position là-dessus. D'abord, vous venez de faire là une affirmation très forte. Une affirmation qui, à mon avis, devait être basée sur une étude. C'est-à-dire que c'est un constat, vous avez constaté qu'il y a un sous-financement, si je vous comprends bien, des organismes qui sont dirigés par les ethnos, comme on appelle ici. Non, les ayants droit, l'association des Chinois, des Maghrébins. Oui, c'est ça. Bon, tu appelles ça ayant droit, etc. Mais il y a des gens qui voient quand le leadership c'est entièrement entre les mains des immigrants, ils appellent ça organisme ethno-culturel, etc. Bon, si on peut utiliser ce terme-là. Alors, ici, encore une fois, je pense qu'il y a une certaine politique en ce qui concerne le financement, etc. Et là, la question que moi je me pose et ma position actuelle, c'est que avant d'arriver aux conclusions, il nous faudrait d'abord faire une étude sur tous ces organismes qui existent, voir depuis combien de temps ça existe, etc., tout ça, et combien, depuis qu'ils existent, par exemple, si c'est 5 ans ou 10 ans, etc., combien de fois ils ont eu le financement, etc., et puis voir leurs statistiques, combien de gens ils accueillent, tout ça, etc. Alors, en ce moment-là, avec ces données-là, nous pouvons alors tirer des conclusions et chercher les raisons pour lesquelles ils sont sous-financés, etc. Il est vrai que
culturellement, ces organismes, comme tu as dit, des ayants droit ou ce que j'appelle les ethnos, etc., sont mieux du point de vue... Parce qu'un gros problème, cher ami Aimé, qui se pose dans l'accueil des immigrants, c'est ce qu'on appelle la compétence culturelle. Okay. Quand on n'a pas la compétence culturelle, on peut très mal accueillir le nouvel arrivant, la nouvelle arrivante. C'est-à-dire, on ne comprend pas bien ce que la personne veut, on ne l'aide pas suffisamment, etc. Prenons par exemple tout simplement le cas des religions. Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, qui sont des musulmans. Il y en a d'autres qui sont des chrétiens. Il y en a qui sont des animistes, etc. Une femme musulmane aimerait être servie par une autre femme qui la comprend mieux, etc. Tout ça, mais pas par un homme, parce que dans sa culture, etc. Tout ça. Donc c'est important de connaître un peu toutes ces choses-là. Et aussi, je pense que il y a certains organismes, bien sûr, qui ont été fondés par les choses, le gouvernement qui octroie des fonds, qui donne des fonds à certains organismes, a beaucoup de critères. Et parfois, il arrive que certains organismes dits ethno-culturels, etc., ne remplissent pas toujours ces critères-là, parce que ceci, parce que cela, etc. Donc, pour des multiples raisons. C'est pour cela que j'insiste beaucoup, il faut absolument qu'il y ait une étude dans ce sens, qui, à mon avis, n'a pas été encore faite. Mais ce que je sais, il y a eu une étude très récente qui a été, disons, supervisée par le Conseil international des organismes au service des immigrants. Cette étude a démontré que les organismes d'accueil aux immigrants sont très importants. Ils sont, leurs services sont très demandés. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que, qu'on le veuille ou pas, les immigrants qui arrivent dans ce pays ont besoin de ces organismes-là pour pouvoir mieux s'intégrer. C'est-à-dire, sans cette aide, sans cet éclairage, sans cet aiguillage, ils seraient perdus. C'est ce qui touche justement ma question, parce que ces organismes, comme vous le semblez le dire, parce que vous parlez comme un expert en immigration, et vous parlez aussi comme un expert dans la mesure où vous êtes du domaine, vous êtes travaillé dans une agence qui sert d'ailleurs, qui supervise ou qui travaille directement en relation avec les organismes d'accueil. Mais moi, dans mes études que j'ai fait, mes recherches, j'ai trouvé que les critères justement qui sont déterminés et mis en place par le gouvernement favorisent plus les organisations traditionnelles, les grands organismes, pour ne pas citer les noms. Mais quand vous regardez, j'ai fait encore une recherche la nuit dernière rapidement, juste pour essayer d'avoir l'information juste. Je regardais les fonds qui sont octroyés, par exemple, pour différents défis que rencontrent les immigrants. Vous remarquez que le gouvernement dépêche beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, beaucoup de millions, mais au bout des périodes qui sont définies pour l'exécution de ces programmes, vous constatez pratiquement le même problème dans la communauté. D'où la question est de connaître. D'après vous, c'est une question bien entendu, est-ce que le fonds dirigé vers les organismes de pays d'origine que vous appelez ethno-culturels ne serait pas mieux servi pour répondre aux besoins ponctuels? Je prends un exemple. Si nous avons enterré beaucoup dans la communauté congolaise, on a enterré beaucoup de personnes qui sont nées ici. Aucun de ces organismes traditionnels n'a envoyé ni son représentant, ni le support, ni quoi que ce soit d'autre. Mais vous vous retrouvez avec une organisation qui est vraiment structurée au niveau de l'organisation de pays d'origine. S'il n'y a pas de fonds ou si la personne n'avait pas d'assurance, ils se cotisent, ils font ce qu'ils sont nécessaires pour enterrer la personne avec dignité. Et quelque part aussi, quand les immigrants arrivent ici, quand ils rencontrent des défis majeurs dans le domaine de l'éducation, par exemple, les parents ne connaissent pas nécessairement comment le système éducatif fonctionne, ils se réfèrent plus aux membres de leur communauté qui connaissent, avec qui ils ont des affinités, qu'à ces organismes traditionnels. Maintenant, compte tenu de cet élément, pensez-vous qu'il y a moyen de faire des recommandations, éventuellement des débats, pour comprendre comment ces fonds qui sont disponibles pour ces défis pourraient être mieux attribués et répondre aux besoins ponctuels, à défaut de toujours donner, je ne voudrais pas faire la polémique,
économique. Non, je comprends très bien. Oui, effectivement, j'ai quelques recommandations à faire parce que ça fait 6-7 ans que je travaille avec toutes sortes d'organismes d'accueil, les organismes qui, bien sûr, des grands organismes, comme on dit, comme Aimé est en train de le dire là, et des organismes qui ont été créés par des immigrants eux-mêmes. En tout cas, ma première recommandation, d'après ce que j'ai vu sur le terrain, après avoir parlé avec de nombreux directeurs généraux, directrices générales de ces organismes, serait d'abord qu'il y ait une sorte de partenariat entre ces différents organismes. Parce qu'il faut d'abord voir les reproches qui sont généralement faits envers ces organismes-là en disant que ils ne travaillent pas de manière concertée. C'est-à-dire qu'il y a toute une panoplie d'organismes ethno-culturels qui font pratiquement la même chose. D'où les organismes, les agences gouvernementales qui financent, etc., se sont dit, mais comment est-ce que nous pouvons financer des organismes qui, par exemple, ils sont très très nombreux, mais qui veulent faire exactement la même chose, et ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir, surtout pour les problèmes des cas sociaux dont tu parles, et puis particulièrement dans la communauté congolaise, là, qui est une des grandes communautés francophones, oui. Ça fait la moins structurée, la moins financée, pour dire carrément pas du tout financée. Oui, mais ça, on doit chercher la raison pour laquelle c'est moins financé, ça n'a pas, etc. Il doit y avoir des raisons, absolument, parce que la communauté congolaise est ici depuis combien de temps? On doit d'abord savoir quand est-ce qu'il y a eu cette masse critique des Congolais, des Canadiens d'origine congolaise ici, et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Est-ce qu'il y a eu une tentative? Par exemple, à l'époque, je crois qu'il y avait l'association zaïro-canadienne à l'époque qui existait, tout ça. Et à mon avis, ça c'est la première chose. Être en mesure, n'est-ce pas, de faire un partenariat, d'être ensemble, de concevoir un projet. Pour moi, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis de répondre aux besoins ponctuels. Pour répondre, j'aimerais qu'on réponde aux besoins à long terme. Effectivement. C'est ça. Parce que les cas qui sont arrivés dans la communauté, une personne qui meurt dans sa chambre seule, on n'arrive pas à avoir même de l'argent pour l'enterrer. Parce que, comme je l'ai dit toujours, dans mes séances d'information auprès des nouveaux arrivants francophones ici en Ontario, je dis, non seulement vous arrivez ici, vous faites tout pour bien vivre, n'est-ce pas, faire attention à votre santé, tout ce que vous mangez, etc. Parce que, comme on l'a constaté, les immigrants arrivent ici généralement en bonne santé, mais 2 ans après, ils deviennent malades parce qu'ils changent brusquement leur régime alimentaire, etc. Mais j'insiste aussi sur une chose, et les gens rient souvent, et disent, mais ça c'est vrai. Non seulement c'est difficile, bien sûr, de vivre, de trouver un travail, etc. Mais ça coûte cher de mourir prématurément. Tout à fait. Alors, dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Pour ne pas tomber dans le piège là, donc vous vous rendez compte, M. Lumembo a énormément d'informations, mais j'aimerais inviter nos amis qui œuvrent dans le domaine communautaire, surtout les responsables des organismes qui desservent les immigrants. Je voudrais m'adresser ici particulièrement, et je ferai une émission à ces propos, j'inviterai les personnes appropriées pour discuter de la dualité UPMRF, Union provinciale des minorités raciales et ethnoculturelles francophones, ainsi qu'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui représente réellement les immigrants francophones issus de la communauté ethno-culturelle et qui représente les francophones en globe. Sur ce, je vous laisse dans l'appétit, mais dans les jours à venir, vous aurez la possibilité non seulement de suivre ces émissions, nous amènerons encore M. Lumembo sur la table, toujours pour débattre des enjeux d'immigration, parce qu'il en a l'expertise. Vous aurez beaucoup d'émissions à ce propos avec lui, et nous pourrons extendre dans d'autres préoccupations, concerns, comme disent les Anglais, que vous pourrez avoir en tant que tel. Maintenant, malheureusement,
nos émissions durent 25 minutes, nous arrivons vers la fin. Je voudrais donner encore une fois de plus à mon invité, M. Lumembo, la chance de dire un dernier mot avant que nous puissions nous quitter. Merci beaucoup. Le dernier mot pour cette émission, c'est de dire que les organismes d'accueil aux immigrants sont très très importants et pour les responsables au sein des agences gouvernementales qui nous suivent en ce moment, il faut vraiment qu'on prête attention pour bien financer ces organismes-là. C'est très très important parce que l'immigrant qui arrive ici au Canada ou l'immigrante veut se sentir aimé, accueilli et intégré. Surtout intégré. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Votre site internet, comme vous le connaissez certainement, c'est le www.dn247.net. Je vous donnerai également les coordonnées de M. Chiswaka Lumembo pour que vous puissiez avoir encore plus ample information sur établissement.org, qui est le site pour lequel il travaille également. Donc, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.